Bonjour à tous. Alors, je vais laisser Nicolas mettre la présentation. Donc, eh bien, je viens vous parler donc, du pâturage ovin des cultures dérobées en partenariat entre un éleveur et un cultivateur. Alors, je vais essayer de faire signe à Nicolas pour qu'il change les dires. Ouais. Merci. Alors, on ne peut pas vous présenter le volet gagnant-gagnant de cette pratique sans parler de la genèse de la pratique en Wallonie. Et il faut savoir qu'il y a 10 ans, le pâturage ovin des cultures dérobées en Wallonie, ça n'existait pas. C'est d'ailleurs il y a une dizaine d'années que la pratique a émergé en France, mais avec une optique qui était essentiellement axée sur la production d'un fourrage pour les ovins et avec plusieurs essais à l'époque qui ont été menés pour connaître l'intérêt nutritionnel pour les ovins du pâturage des cultures dérobées. Alors, il faut également savoir que de longue date, notre filière ovine wallonne entretient des liens étroits avec la filière ovine française et que c'est par ces liens, par ces contacts, qu'une petite poignée d'éleveurs ovins également cultivateurs a voulu essayer le pâturage des cultures dérobées sur leur propre exploitation. Alors, des questions ont émergé chez ces éleveurs cultivateurs, également différentes réflexions dans le milieu. Et ici, j'ai repris par exemple le rouleau prismatique Güttler, qui est également appelé le rouleau au piétinement d'or, qui fait appel au piétinement du mouton. Et donc, ces différents éléments ont fait se questionner les éleveurs cultivateurs qui, à ce moment-là, se demandaient, mais en fait, si ce pâturage ovin des cultures dérobées était également bénéfique pour les cultures, pour les cultivateurs. Nicolas. Et alors, c'est vraiment important pour nous que ce questionnement des éleveurs cultivateurs a directement été mis en lien avec la problématique numéro 1 de la filière ovine, qui est qu'en Wallonie, on manque cruellement d'agneaux. On a un taux d'autoapprovisionnement qui est inférieur de 20%, et je ne vous apprends rien, s'installer en agriculture n'est pas simple, problème d'accessibilité à terre, coûts alimentaires élevés, question de rentabilité, etc. En parallèle, contrairement à ce qu'on observait en France, chez nous, dans les fermes de grande culture, on a beaucoup d'hectares d'interculture, mais on a peu d'ateliers ovins au sein des fermes de grande culture. Et donc, directement avec le questionnement « est-ce que ce ne serait pas également intéressant pour les cultures ?» est venue la question de « est-ce que ça ne pourrait pas être là un levier de développement pour cette filière ovine qui a tant besoin d'agneaux ?» Et c'est pour cette raison qu'a vraiment émergé chez nous la pratique du pâturage des cultures dérobées, non pas au sein de l'exploitation agricole, mais avant tout en partenariat entre plusieurs exploitants agricoles avec une notion de diversification territoriale. Nicolas. Et donc, est venu tout de suite se greffer là-dessus le cas d'études de divers impacts, soutenu par un groupe opérationnel au niveau du réseau wallon de développement rural, avec un œil recherche et développement axé vraiment sur les avantages pour la culture, pour le cultivateur. Au niveau du travail mené par ces deux, par le cas d'études divers impacts, venait essentiellement le développement de la pratique, toujours en partenariat et également dans un canevas gagnant-gagnant. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a avant tout travaillé sur l'implication des agriculteurs, avec l'importance de l'apprentissage par les pairs. On l'a tout de suite vu, le développement de la pratique passe beaucoup mieux quand ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui en parlent, l'implication des acteurs agricoles et aussi et surtout l'importance de la formation et encore plus de la démonstration physique sur le terrain qui permet de mettre des partenaires potentiels en contact et ça au démarrage, ça a été extrêmement important. Est venu se greffer sous l'impulsion de divers impacts qui n'avaient pas les moyens de valider scientifiquement les avantages observés, le projet Cerveau en 2019, que Nicolas Laurent pourra expliquer juste après. Nicolas. Voilà. Et donc, je l'ai dit, on a vraiment démarré avec une poignée d'éleveurs un peu avant 2015. On a vu les tout premiers cas de pâturage en partenariat en 2017. On avait 5 partenariats avec 30 hectares pâturés et à l'époque 45 hectares pâturés au sein même des exploitations agricoles, donc par des éleveurs également céréaliers. Et on voit vraiment une croissance très forte de la pratique avec, en 2020, 38 partenariats et plus de 1100 hectares pâturés en
en partenariat. Alors, sans qu'il y ait un lien direct, bien évidemment, je me suis permise de faire le parallélisme entre cette croissance du pâturage des cultures dérobées par les ovins et la croissance de l'élevage ovin wallon. Deux moments phares très importants et deux éléments très importants dans l'évolution du cas d'étude. Primo, vers 2019, sous l'impulsion des agriculteurs impliqués, eh bien, ils ont voulu aller un peu plus loin que le simple pâturage des cultures dérobées et s'est posé la question du pâturage des cultures tout court, même si le pâturage des cultures dérobées restait majoritaire. Et deuxième élément phare, c'est qu'au démarrage du cas d'étude, eh bien, c'était vraiment l'éleveur qui était demandeur. C'était l'éleveur qui voulait trouver des cultures dérobées à pâturer. Aujourd'hui, la situation a changé. C'est le cultivateur qui est demandeur à avoir des moutons sur ses parcelles, avec le bémol que jamais nous n'aurons assez d'ovins en Wallonie que pour répondre à l'ensemble des demandes des cultivateurs. Nicolas? Alors maintenant, je vais aborder les notions en plus partenariat gagnant-gagnant qui sont le titre de mon exposé. Alors quand on pense avantage pour l'éleveur, avant tout, on a en tête certainement le fourrage, l'apport d'un fourrage de qualité, qui plus est un fourrage qui vient en période hivernale, donc quand normalement les animaux sont à l'intérieur, nourris avec des aliments concentrés. C'est également une sécurisation lors des années pauvres en fourrage, lorsqu'on n'a pas assez de foin pour nourrir les animaux en hiver. Et puis, on l'a vraiment vu au niveau wallon, c'est effectivement un levier de développement des exploitations ovines avec une autonomie fourragère externe. Et chez le meilleur exemple en Wallonie, sur le meilleur exemple en Wallonie, on a jusqu'à 80% de la ration annuelle en fourrage qui vient de l'extérieur. Alors, je vous ai mis en dessous le calendrier de la période potentielle de pâturage des cultures dérobées par les ovins. On voit que ça va aller de août, y inclut repousse de colza, jusque mai, évidemment avec sous la condition en période hivernale qu'on soit avec un couvert non gélif, mais on voit que la période, la fenêtre potentielle de pâturage est relativement large. Nicolas? Alors, l'intérêt pour l'éleveur, l'avantage pour l'éleveur est très loin de s'arrêter à cette simple fourniture de fourrage. On a également un état corporel des animaux qui s'en trouve soit stable, soit amélioré, avec un effet positif sur la prolificité. Et donc, on dit qu'il est intéressant de faire pâturer des cultures dérobées par les ovins en préparation à la mise en lutte des animaux. On est sur des terres qui sont exemptes de parasites et donc c'est intéressant sur le plan sanitaire et sur la gestion du parasitisme, avec également des pattes qui globalement sont en bon état, même si on a un tout petit peu de cas de boiterie. Et puis, comme je l'ai déjà dit, on peut vraiment avoir un système qui est axé sur ce pâturage hivernal, avec du coup des bergeries qui peuvent être pensées en taille plus petite, en taille réduite, et donc on peut gagner énormément sur les charges de structure. Et puis évidemment, c'est un accès indirect à la terre pour l'éleveur. Alors, le côté gagnant n'est pas là que pour l'éleveur, il est là également pour le cultivateur. Alors, les semences, par exemple, c'est l'éleveur qui peut les payer ou le cultivateur. Si l'éleveur les paye, eh bien, c'est un gain économique direct pour le cultivateur. Mais il y a également tout un lot d'avantages purement agronomiques pour le cultivateur. Les principaux sont, par exemple, eh bien, l'apport de matière organique. Le mouton, c'est une barre de coupe à l'avant et un épandeur à l'arrière. Pour les personnes qui sont avec des couverts en mono-espèces, comme par exemple de la moutarde, notamment chez les personnes qui sont au labour, eh bien, à travers la discussion avec un éleveur ovin voisin, ça peut être l'occasion de mettre en place un couvert davantage diversifié. Nicolas? Autre avantage agronomique, eh bien, c'est l'incorporation du couvert et de la matière organique via le piétinement des moutons. Donc, on va avoir moins de résidus végétaux avec l'impact sur des travaux culturaux qui vont en être facilités. On peut avoir un objectif de destruction partielle à totale du couvert et donc on peut avoir une alternative à la destruction mécanique, voire chimique, donc éventuellement alternative au glyphosate pour la destruction du couvert. Et puis deux autres avantages agronomiques que j'ai mis entre parenthèses parce que ce sont des avantages qui sont largement mis en avant par les agriculteurs, mais pour lesquels les publications scientifiques sont plus dubitatives, que sont la réduction de la pression en limaces et la limitation de l'utilisation de produits phytosanitaires. Et enfin, et non des moindres dans les avantages, eh bien, on a un volet social et sociétal.
Tout d'abord, on avait là deux catégories d'agriculteurs qui ne se parlent pas tellement, entre l'éleveur et le cultivateur. Donc, ça remet du lien entre des agriculteurs, c'est extrêmement positif et c'est quelque chose qu'il souligne. Et puis, certainement, un avantage majeur pour le cultivateur, qui est l'impact sur la qualité du paysage. C'est même souvent cité comme le premier avantage pour le cultivateur qui, j'ai envie de dire par cliché, ne joue pas forcément d'une image très positive auprès des citoyens. Et là, avec les moutons sur les cultures, on a vraiment une image beaucoup plus positive de la part du citoyen, et le citoyen le dit. Nicolas? Alors évidemment, avantage sans inconvénient, ce serait trop beau. Donc je vais passer assez rapidement vu quelques-uns des inconvénients qu'on a listés. Le premier, c'est certainement les préoccupations citoyennes en matière de bien-être animal. Ce n'est pas que les animaux sont mal, mais c'est que les citoyens sont mal de voir les animaux dehors en hiver. Et donc là, vraiment, on a vraiment encore un besoin que la recherche puisse investiguer le bien-être animal sur le pâturage hivernal des cultures. On a également une biomasse qui est dépendante des aléas climatiques. On a quelques risques de boiterie, un contrat de pâturage qui aujourd'hui est obligatoire mais qui n'est pas adapté à la pratique du pâturage des cultures dérobées, donc qui pose problème aussi bien à l'éleveur qu'au cultivateur. Les dates de semis et dates de labour peuvent être des points de tension entre l'éleveur et le cultivateur avec des volontés qui ne sont pas forcément les mêmes, et donc ce sont des éléments qui doivent être discutés. Pour le cultivateur, on a également un risque de destruction incomplète du couvert et un risque de pâturage hétérogène. Nicolas? Alors, dans le cadre du projet d'Hiver Impact, nous avons développé toute une série de points de vigilance qui sont importants à discuter entre l'éleveur et le cultivateur pour mettre toutes les chances de son côté pour avoir un partenariat réussi. Alors, je n'ai pas le temps de les lister, de les passer ici en profondeur. Donc, je vais vous inviter plutôt à travers la diapositive suivante, Nicolas. Ah, si ça vous intéresse, consultez le guide du pâturage des intercultures qui a été édité par le Réseau wallon du développement rural et qui a été publié en décembre et qui est vraiment un guide pratique complet sur la pratique. Il inclut tous les points de vigilance qu'il est important de prendre en compte avant de mettre en place un tel partenariat. Et Nicolas? Je vais finir ici ma présentation par un deuxième outil qui vient d'être mis en place, qui est une plateforme en ligne de mise en relation entre agriculteurs, cultivateurs et éleveurs sur le site de petites annonces d'animaux de ferme easyagri.com, qui est maintenant bien connu du monde agricole et qui, nous l'espérons, permettra un continuum du développement de la pratique au-delà du cas d'étude de divers impacts. Voilà, je vais me permettre de passer la parole à mon collègue Nicolas. Le micro est fermé. Avec le micro, ça ira mieux. Donc, je vais éclairer un peu les avantages et les inconvénients que Christelle a listés précédemment. Alors, ce qu'on sait actuellement, c'est que, si le PowerPoint veut bien, oui. On a donc le PGDA, donc le plan de gestion durable de l'azote, qui encadre l'obligation pour les agriculteurs de l'implantation de CIPAN pour une couverture de sol qui, dans la plupart des cas, s'étendra au minimum du 15 septembre au 15 novembre. Alors, cette implantation de culture permet déjà toute une série de services, notamment la lutte contre l'érosion, de protéger contre le lessivage des nitrates, la restitution de l'azote et des nutriments pour la culture suivante, ou encore la stimulation de l'activité biologique du sol. Mais le pâturage des intercultures offre une nouvelle opportunité de diversification des systèmes culturaux et on va se pencher un peu du point de vue du cultivateur et de l'éleveur, ce que cela implique, ce type de pâturage. Alors, du point de vue du cultivateur, Christelle faisait mention du piétinement et de la compaction. Alors, sur base de la littérature, on remarque qu'en fait, qu'après un léger travail du sol pour la préparation du semis, on
d'un point de vue énergétique. Et On a perdu une... Désolé, il y a eu une fausse manipulation. On va vous remettre dans la salle principale. Non, mais on y est à nouveau là. On est revenu. je vais recommencer du coup. Du coup, on fait, Là, on était vraiment au tout début de Là. Là, j'avais pas encore vu les flèches qui sont Ça. les flèches bleues. Ouais. ok. Oui, c'est vrai, on voit comment en fait. Quand on présente, on Je voit pense plus que rien. je pense que tout le monde est. Repartager la C'est bon, présentation. on te voit de nouveau maintenant. Il faut partager la présentation à nouveau. Hein. Déconnecté. oui. Tout le monde a bien écouté. Oui, j'avais coupé le volume. Partager ton micro. Ah, Parce que moi, je ne peux pas me connecter en pareil. On a des moments. Même que j'ai le son coupé, elle fait la scène. alors. Ça, j'ai quitté la scène. Il faut couper ton micro. Le micro est coupé. Il était coupé. Est-ce que vous voyez bien la présentation de nouveau? Oui, c'est bon là. Ok. Oui. Donc, pour revenir, donc, le pâturage des intercultures, ce qu'on en sait pour le moment, donc ça, je ne sais pas si sur tout ce qui traitait du PGDA, si vous avez eu l'occasion de l'entendre ou si vous étiez déjà... Non, non, c'est bon là. C'est après qu'on. Ok. Ben, voilà. Donc, du point de vue du cultivateur, en fait, Christelle faisait notamment mention des risques de piétinement et de compaction. Alors, sur base de la littérature, en fait, il ressort qu'après un léger travail du sol pour la préparation du semis suivant, on gommait totalement l'effet du piétinement et que la structure du sol n'était pas du tout impactée. En termes d'exportation des nutriments présents dans le couvert par les ovins, cette exportation en fait est relativement faible puisqu'on est dans des ordres de grandeur de 4% pour l'azote, 8% pour le phosphore et 0,3% pour le potassium. Mais ce qui ressort de la littérature, c'est que la date de pâturage aura un impact beaucoup plus important que la gestion de l'interculture en elle-même sur l'azote potentiellement lessivable. Et comme Christelle en faisait mention, c'est une pratique qui n'a pas eu encore beaucoup d'études et donc on ne connaît pas encore précisément l'impact des ravageurs et des adventices l'impact de la pratique dans la gestion des ravageurs et des adventices ainsi que sur la culture suivante. Mais c'est le fait de faire pâturer une interculture par des ovins induit indubitablement une diversification du couvert de l'interculture. Alors du point de vue de l'éleveur, comme Christelle le mentionnait, on trouve en fait un couvert avec d'excellentes valeurs nutritives. Les risques de boiterie sont très faibles. On observe, lorsqu'on va se trouver dans des conditions humides, une hausse de l'ordre de 1 à 4%. Et comme Christelle en faisait mention, une santé parasitaire des couverts pour les ovins. Alors, de tous ces questionnements a émergé le projet Cerveau. Donc, c'est un projet qui étudie l'impact du pâturage des couverts d'interculture par les ovins au service de la qualité de la ressource en eau. Donc, c'est un projet qui est financé par la SPGE, la Société publique de gestion de l'eau, et dont les partenaires sont les suivants, qui sont l'Université de Louvain, le Collège des producteurs et le CRA. Alors, ce projet visait à répondre à deux questions principales. C'était de savoir quel était l'impact du pâturage sur le recyclage de l'azote et le risque de lessivage lié à cette pratique. Donc, il y a toute une série d'analyses du profil de sol qui ont été menées durant les différentes années d'essai et également de quantifier l'impact du pâturage sur la culture suivante, notamment en termes de rendement. Alors, d'autres perspectives sont également mises en avant dans le projet, mais que je n'aurai pas le temps ici de vous développer. C'est l'impact du pâturage sur la destruction du couvert, la présence des adventices et ou des parasites, et également l'ambition d'objectiver économiquement le partenariat entre l'éleveur et l'agriculteur. Alors, le projet Cerveau s'est déroulé sur 2 ans, dont dans les différentes régions dont vous pouvez voir sur la carte les essais. Et les essais se présentaient comme suit. Donc, on avait dans chaque parcelle 8 blocs qui testaient 3 modalités différentes, qui étaient un non-pâturage de l'interculture, un pâturage partiel. Donc, il restait en moyenne 30 à 50% de la flore une fois que les ovins étaient retirés de cette parcelle, et un pâturage total où là, on avait 100% de la flore qui avait été consommée. Donc là, vous voyez la représentation visuelle de l'impact de ces 3 modalités sur l'interculture. Le déroulement des essais, en fait,
il y a eu, comme je vous le disais, il y a toute une série d'analyses de sol qui ont été menées. La première a eu lieu durant à la suite du semis de l'interculture. On a eu un prélèvement initial. Puis, avant de mettre les ovins sur la parcelle, il y a également eu un prélèvement du fourrage. C'est de là que viennent notamment les valeurs que je vous ai présentées tout à l'heure. En sortie du pâturage, on a également un prélèvement de sol dans les 2 à 8 jours qui suivent le pâturage sur les parcelles pâturées par les ovins, ainsi qu'un prélèvement des refus. Un prélèvement intermédiaire a été ajouté dans le protocole de la seconde année d'essai qui était réalisé durant la première quinzaine de janvier. Et enfin, un prélèvement final de sol sur toutes les parcelles en mars a également été mené. Et d'autres mesures seront également présentées sur le suivi de l'interculture, notamment en termes de rendement. De la culture suivante, pardon. Alors, un des premiers enseignements qu'on a pu retirer de cette pratique, c'est le graphique que vous voyez ici. Donc, c'est un graphique en box plot. Le box plot, en fait, il représente sur sa ligne ici en noir la médiane. Donc, on a 50% des observations qui se trouvent au-dessus de cette valeur et 50% des observations en dessous. Et la valeur haute et basse de ce rectangle représente les 25% et les 75% des observations. Alors, un premier enseignement qu'on a pu retirer, c'est que les échantillons post-pâturage, dans l'horizon 0,30 cm, on avait une différence significative en termes de quantité d'azote présente pour les parcelles qui avaient été partiellement et totalement pâturées, contrairement à l'interculture qui ne l'avait pas été. Alors, ce qu'on peut également observer, c'est que ce type de profil qu'on observait ici, ce type de dynamique, pardon, entre les 3 types de modalités, se représente en fait petit à petit dans les différents horizons. Et lorsqu'on fait une analyse statistique sur le profil en azote au mois de mars, on peut soulever plusieurs points. Tout d'abord, c'est que la quantité d'azote présente dans l'horizon 60-90 est significativement différente entre le traitement totalement pâturé et la parcelle non pâturée. Mais en revanche, on n'a pas d'influence lorsqu'on va étudier le profil complet. La quantité d'azote présente dans le profil de sol, elle, est similaire selon dans les 3 modalités. Alors, il faut souligner que, comme vous le voyez ici, il y a certaines valeurs relativement élevées qui peuvent expliquer, du coup, qu'on n'observe pas de différence lorsqu'on va étudier le profil complet. Alors, si on étudie maintenant les rendements, donc il y a eu toute une série de cultures qui ont suivi le pâturage de ces intercultures. Et ce que vous voyez, en fait, c'est que pour toutes les cultures qui ont été testées dans le projet cerveau, le pâturage n'a pas une influence significative sur le rendement, comme illustre la p-valeur. Donc la p-valeur, elle permet tout simplement de mesurer si on observe une différence significative entre une donnée qui, dans l'occurrence ici, est le rendement de la parcelle. Donc pour conclure, on peut retenir que le pâturage des intercultures semble ne pas influencer significativement le rendement de la culture suivante, et également que le pâturage, quelle que soit son intensité, n'a pas d'influence sur le profil azoté du sol avant l'implantation de la culture suivante par rapport à une interculture non pâturée. Donc ça reprenait les échantillons dans la partie finale. Mais comme je vous le disais, et comme Christelle en faisait mention, on a encore très peu de données sur ce type de pratique. Et donc, il y a toute une démarche qui nous pousse à penser qu'on peut aller plus loin, notamment en termes de bilan environnemental de cette pratique, de l'impact de la pratique sur la gestion des ravageurs et des adventices, et comme j'en faisais déjà mention, d'essayer d'objectiver économiquement le partenariat. Voilà. Merci pour votre attention.